Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur l'application 1Password qui a subi de grosses modifications depuis que je l'ai présentée et je vous propose de refaire le point. 1Password version 4 est désormais vendu sur le Mac App Store. Il dispose d'une synchronisation avec les appareils iOS, que ce soit iPad ou iPhone, à la fois par Dropbox ou par iCloud, comme on va le voir. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un stockage de mots de passe et générateur de mots de passe, mais il ne se limite pas à cette fonctionnalité. Comme on l'a vu récemment, utiliser le même mot de passe sur tous les sites internet n'est pas une très bonne idée. Si jamais pour une raison ou pour une autre votre mot de passe est deviné et compromis, alors le hacker aura la possibilité d'accéder à tous vos autres comptes en utilisant le même mot de passe. Il est donc important de changer de mot de passe et si possible de générer un mot de passe long, difficile à deviner, autre que Toto et le chien. Et qui dit mot de passe aléatoire et long dit difficulté à s'en rappeler. 1Password est justement là pour ça. Vous allez définir un seul et unique mot de passe, si possible très compliqué, qui va vous servir de master et c'est à l'intérieur de cette base de données sécurisée que vous aurez accès à tous les autres mots de passe. Donc j'ai déjà installé 1Password. On va le lancer. Au démarrage, il me fait une présentation comme bon nombre de logiciels. Je clique sur Super et il m'ouvre directement ma fenêtre avec ma base de données de mots de passe. Comme j'ai déjà utilisé 1Password, il me propose d'utiliser ma base de données, mais je vais créer un nouveau coffre. Il faut choisir ici un mot de passe, si possible compliqué, mais que vous serez capable de vous rappeler puisque c'est celui-ci qui va permettre d'ouvrir ou déverrouiller 1Password. Si jamais vous l'oubliez, il est évident qu'il n'y aura aucun moyen de revenir en arrière. Donc nous voici sur un coffre vierge dans lequel il n'y a aucune donnée. L'interface de 1Password est très simple, on va d'ailleurs agrandir un peu la fenêtre. Elle est entièrement traduite. Ici vous avez la liste avec un certain nombre de raccourcis, tous les éléments, les favoris, les identifiants qui sont donc les portes d'accès aux différents sites web, une zone de notes sécurisée dans laquelle vous pouvez noter et stocker un certain nombre d'informations, une rubrique carte de crédit et une rubrique identité. Donc ça on va les voir au fur et à mesure. Avant de commencer à remplir, on va aller faire un petit tour du côté des préférences. La première chose à faire est de cocher laisser 1Password mini en exécution qui permettra d'accéder directement ici au trousseau d'accès ainsi qu'aux différents mots de passe avec une zone de recherche. Vous avez la possibilité donc d'afficher l'icône de l'application, de choisir des raccourcis pour remplir automatiquement ou afficher les différentes fenêtres du menu. On peut ici utiliser des icônes élaborées, c'est-à-dire qu' 1Password va aller faire une capture de la page web pour y mettre une espèce d'aperçu dans l'icône afin de visuellement être plus facile à retrouver, et également si vous stockez des applications, il va afficher l'icône de l'application en grande qualité. Vous pouvez également afficher le décompte des éléments donc qui apparaîtra ici une fois qu'on aura commencé à remplir. À la rubrique sécurité, on peut bien sûr changer le mot de passe principal. On peut décider de les masquer de façon systématique. Ils seront démasqués par un clic droit et l'option révéler. D'ailleurs, pour vous montrer, je vais aller ouvrir un coffre de démo qui est rempli avec des informations factices. Donc ça, c'est tel que fourni par 1Password. Donc vous voyez ici, j'ai
par exemple des licences de logiciels, programme de fidélité, permis de conduire, identité, etc. J'ai la possibilité d'avoir des dossiers, des mots-clés et un audit de sécurité qui me permet, mais ça je vais y revenir après, de voir immédiatement des mots de passe qui seraient trop faibles, qui seraient utilisés en double ou qui sont trop anciens. Donc je vous disais, il faut penser à cocher le verrouillage dès que l'on passe l'ordinateur en veille, verrouiller également dès que l'économiseur d'écran est activé, verrouiller si vous le souhaitez lorsque la fenêtre principale est fermée, c'est-à-dire que si je quitte automatiquement, un password sera verrouillé. Verrouiller bien sûr lors de la permutation d'utilisateur. Verrouiller après un certain délai d'inactivité, donc par exemple 5 minutes par défaut. Et vider de façon systématique le contenu du presse-papier après X secondes. Si vous avez copié un mot de passe pour le mettre sur un site web ou n'importe où, il est stocké dans le presse-papier et il n'est pas sécurisé. Donc à partir de là, c'est une faille potentielle. Le fait de proposer d'effacer de façon systématique après 90 secondes vous permet d'éviter ce genre de problème. Je reviendrai sur la synchronisation et les différentes options ensuite. Le Watchtower permet de bénéficier d'une mise à jour de sécurité systématique via un password. Si un site a été compromis, vous aurez, lorsque vous allez vouloir vous connecter à ce site, une information comme quoi vous devriez changer vos mots de passe car potentiellement ils auraient pu être volés. Donc ça c'est une option intéressante. La rubrique navigateur permet d'ajouter les extensions de navigateur. Comme on va le voir, un password s'insère dans quasiment tous les navigateurs, que ce soit Chrome, Safari. Il faut simplement installer les extensions du navigateur. Donc je vais ouvrir Safari, qui s'est ouvert sur l'autre page. Ici, il me propose donc d'installer directement pour Safari, en sachant que j'ai Chrome, Firefox et Opera qui sont également supportés. L'extension vient d'être téléchargée, il me suffit de cliquer dessus, de valider l'installation. Il vérifie qu'un password est actif et à partir de là, c'est fini. Vous avez désormais ici un accès direct à tous vos mots de passe et il n'y a rien d'autre à faire. Donc pour l'instant, je vais m'arrêter là et on va s'intéresser à la vue d'un password telle qu'elle est ici présentée. Donc dans tous les éléments, j'ai une liste. Cette liste, je peux la trier, choisir par exemple d'afficher en fonction des mots de passe en double, les mots de passe qui ont été réutilisés, la fréquence d'utilisation et ainsi de suite. Ici, on est sur la vue globale. Ici, on est sur la vue favoris. Pour ajouter un élément dans les favoris, il suffit d'en mettre un en sélection et de cliquer sur l'étoile, ce qui va permettre ensuite de le retrouver dans les favoris. Donc là, ici, celui qu'on a ajouté. À la rubrique identifiant, j'ai donc plusieurs éléments. D'une part, bien sûr, le site internet d'où est issu les informations de connexion, le mot de passe, le nom d'utilisateur. Tout ceci ne sera pas à faire manuellement, car un password va surveiller ce que vous écrivez et lorsque vous visitez un site qui nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe, il va vous permettre de créer le mot de passe à la volée grâce au générateur et ensuite il va vous proposer de stocker les informations. Si je veux utiliser un password comme un lanceur de site, il me suffit de cliquer dessus et me voici directement sur la page d'Amazon par exemple. Ces identifiants peuvent être plus ou moins complexes. Ils peuvent avoir par exemple une adresse mail et d'autres informations. Si vous avez saisi d'autres éléments dans le formulaire, un password va enregistrer la totalité des éléments, ce qui vous permettra de vérifier par exemple quelle adresse mail vous avez pu mettre ou si vous avez renseigné d'autres éléments, ils seront directement visibles ici. Remarquez lorsque je survole qu'il me propose de copier cet élément, ce qui me permettrait par exemple de faire un copier-coller dans un navigateur. Et lorsque je suis au-dessus de mots de passe qui sont ici signifiés uniquement par des points, j'ai un menu pop-up qui me permet soit de le copier, soit de le révéler. Et j'accède dans ces cas-là directement au mot de passe. Les icônes des sites web sont automatiquement générées
avec les petites miniatures qui sont ici, qui sont des icônes. Tous les sites ayant une icône de ce type-là sera renseigné automatiquement dans un password. Bien sûr, je ne suis pas obligée de faire défiler pour retrouver. Il me suffit de taper, par exemple, Evernote et je vais retrouver automatiquement la fiche. Alors, bien sûr, comment on fait? On va aller, par exemple, sur App Shopper. On a la possibilité, donc, Logout. Voilà, je vais m'enregistrer. Ici, je suis face à un formulaire d'enregistrement et ça va être valable pour n'importe quel site, forum et ainsi de suite. Donc je vais choisir un nom d'utilisateur, un mot de passe. Donc là, bien sûr, je n'ai pas activé Trousseau iCloud, donc je n'ai pas de proposition par Safari, mais je vais ici utiliser un password. Donc il veut ensuite un email et pour générer un mot de passe, je vais aller dans le menu de un password et j'ai ici le générateur de mot de passe. Il va me proposer un certain nombre, là c'est une proposition. Je peux ici ouvrir la recette pour le mot de passe et choisir par exemple sa longueur. Remarquez que les chiffres sont systématiquement indiqués en bleu, ce qui est très pratique pour les zéros, pour éviter de les confondre avec des O. Donc, mon mot de passe ici est noté. On m'indique sa force. Je peux parfaitement choisir un mot de passe qui serait prononçable. Je peux demander à avoir plus de symboles ou moins de symboles, plus ou moins de chiffres, d'éviter les caractères ambigus de type justement 0 et O majuscule, et d'autoriser ou non la répétition de caractères. À partir de là, j'ai des mots de passe qui sont quand même extrêmement complexes et dont bien sûr je ne pourrais pas me rappeler manuellement. Je vais donc cliquer sur remplir, celui-ci me paraît bien. Il remplit automatiquement le mot de passe et sa confirmation. Je vais ensuite soumettre le formulaire et un password va me proposer d'enregistrer dans le coffre qui est actuellement ouvert, qui est là, le coffre de démonstration. Soit je l'enregistre, soit je le mets à jour. Dans la mesure où il y avait déjà une sélection pour App Shopper, j'ai la possibilité de mettre à jour complètement les identifiants et donc de faire disparaître les précédents, mais vous pouvez très bien avoir deux comptes différents sur le même site, auquel cas là, je vais choisir de l'enregistrer comme un nouvel identifiant. Je vais l'appeler avec un nom différent pour pouvoir me rappeler. J'ai la possibilité ici d'ajouter un tag et de l'attribuer à un dossier, chose que je ne vais pas faire et j'enregistre. Alors par exemple sur ce site on me dit qu'il faut moins de 20 caractères. Donc on va aller changer dans le générateur. Peu importe que je l'ai enregistré, il va se mettre à jour de toute façon. Donc dans mon générateur je vais diminuer puisqu'il faut qu'il ait moins de 20 caractères. On va mettre 19. Je vais même le copier. Voilà, je l'ai corrigé. Il me propose cette fois-ci de mettre à jour ou de l'enregistrer comme un nouvel élément. Je vais le mettre à jour. Il me propose même les deux choix, donc c'est bien DSM Test que je veux mettre à jour. Et je fais une mise à jour. Cette fois-ci, c'est bon. Donc, je peux mettre à jour, toujours DSM Test. Je vais le mettre à jour. Donc maintenant, quand je vais arriver sur ce site et que je souhaite me loguer avec mes propres identifiants, il me suffit d'aller sur Login. Et si j'utilise le menu Un password, j'ai à ma disposition les deux enregistrements. Le premier qui est pour DSM Test et le deuxième qui était le mode de démo. Donc si je clique sur DSM Test, il va le remplir. Donc là, moi, je vais dire jamais pour celui-ci. Et je suis logué.
qui vous permet en même temps de savoir si oui ou non vous n'êtes pas sur un site, si par exemple vous n'êtes pas sur un site de phishing, si en affichant un password il ne vous propose aucun mode de connexion, c'est que vous êtes sur un site piraté, c'est-à-dire un site qui vous affiche la page mais qui n'est pas le site réel. Donc c'est un très bon moyen de savoir. Ça vous évite aussi tout ce qu'on appelle le keylogging, c'est-à-dire la surveillance de mots tapés au clavier comme peuvent le faire certains logiciels espions. Là vous n'allez pas les taper, vous allez juste cliquer dessus, donc pas de souci. Donc ça c'est pour ce qui est de la connexion à des sites. Remarquez que donc je peux l'afficher ici, je peux également afficher ça ici. Je vais ici, je cherche AppShopper, appshopper.com, il me propose, hop, je valide celui que je veux et je vais me retrouver directement sur la page. Alors en sachant que là je suis sur la page d'enregistrement, donc il n'est pas sur la bonne page. Je vais corriger l'URL. Ça, c'est l'URL pour se connecter. Donc, je vais afficher ici mon élément. Je vais passer directement en mode édition sans même ouvrir la page principale. Je vais corriger l'URL. Ceci n'affecte que si je souhaite me connecter directement à partir de là. Je ne suis pas du tout obligée de corriger. De toute façon, il ne me proposera les identifiants que si je suis sur le bon site. Donc là, je vais refaire une recherche AppShopper. Et si maintenant je vais directement être logué. Et non seulement je vais être logué, mais il va valider l'enregistrement pour que je sois directement enregistré. Donc ça, c'est pour ce qui est des pages internet. On va se pencher un petit peu ici. Donc comme je vous l'ai montré, en survolant, je peux afficher ma page. Je peux également demander à le figer, c'est-à-dire me permettre par exemple d'avoir une page avec différents enregistrements que je vais copier-coller moi-même. Ça, c'est valable pour tout, c'est-à-dire que si j'ai une note sécurisée et que je souhaite la visualiser, je fais la même chose. Et je peux en avoir plusieurs comme ça. Donc ce menu, hein, encore une fois, on affiche, on maintient et on utilise ici la petite encre. À partir de là, je peux par exemple supprimer et ajouter en favori. J'ai possibilité de modifier mon adresse URL et je vois les détails ainsi que les précédents mots de passe. S'il y a eu des changements de mots de passe, je garde un historique avec tous ceux que j'ai pu utiliser sur ce site, ce qui est un bon point lorsque l'on s'est un peu emmêlé les pinceaux et qu'on a des ratés dans l'enregistrement des mots de passe. La recherche, bien sûr, ne fonctionne pas que ici, hein, elle fonctionnera également ici. Remarquez que j'ai toujours accès aux favoris, ce qui me permet par exemple hop, de sauter sur un nouveau signet sans même faire de recherche. Ici, j'ai la liste des différents mots de passe qui ont été générés par l'application. Et j'ai différentes rubriques supplémentaires en dehors des identifiants qui sont donc bien sûr les notes sécurisées, mais surtout les cartes de crédit ou les identités. Alors quand vous êtes sur un formulaire comme on l'a vu ici, où on me demande finalement peu d'éléments, ce n'est pas très laborieux de créer ces éléments. Mais vous pouvez également enregistrer par exemple des formulaires pour les adresses de livraison. Lorsque ce sont des sites commerciaux, des choses comme ça, vous avez peut-être pas très envie de ressaisir à chaque fois toutes les données. Alors ça c'est une fonction qui est contenue dans les identités. Vous avez ici donc répertorié tout ce que vous pouvez avoir besoin de signifier sur un site, à savoir le prénom, le nom, d'éventuelles initiales, votre sexe, la date de naissance, la profession et ainsi de suite. Tous ces éléments, le téléphone, on va d'ailleurs pouvoir créer une nouvelle identité pour le web.
Si vous avez une identité personnelle et une identité professionnelle avec des adresses ou des coordonnées qui sont différentes, c'est très pratique, ce qui vous fait que quand vous êtes face à un formulaire à remplir, vous allez sélectionner tout simplement dans le navigateur la fiche de renseignement à utiliser et il va essayer de remplir, parfois avec un petit peu de mal, tous les éléments tels qu'il va les trouver dans votre fiche d'identité. Vous pouvez donc avoir une adresse personnelle avec une adresse par exemple mail différente et vous pouvez vous créer de fausses identités si c'est sur des sites où par exemple vous n'avez pas envie de laisser vos informations réelles. Là ici par exemple il y a une identité qui s'appelle forum où on a un nom et un prénom factice, une date de naissance qui ne correspond pas à une société si on le veut. On n'est pas obligé de remplir et on peut mettre par exemple des questions, un email poubelle et éventuellement un site web. Si je veux créer ma propre identité, je vais donc créer sur édition et là je vais mettre une adresse et par exemple une adresse mail plus ou moins anonyme. Je vais enregistrer. Je suis par exemple ici sur une page où on me demande de créer un nom pour se loguer et de remplir par exemple des adresses mail. Je vais dans ces cas-là aller sur ma rubrique identité et je vais choisir un formulaire. Donc par exemple je vais utiliser forum et vous allez voir qu'il remplit automatiquement par exemple l'adresse. Bon là c'est mal, ça n'a pas été parfaitement bien rempli puisqu'il n'a pas doublé l'adresse, mais bon, s'il y avait en plus d'autres renseignements, numéro de téléphone, etc., il va essayer de puiser dans la fiche, de reconnaître l'équivalence et de remplir. Bien sûr, vous pouvez parfaitement, à n'importe quel moment, modifier les éléments qui seront stockés. Donc ça vous permet d'éviter de ressaisir vos informations à chaque fois, mais surtout, vous permet également de créer des identités farfelues qui ne permettront à aucun moment de puiser dans vos informations personnelles réelles. Donc ça, c'était pour les identités, ce qui est quand même quelque chose de très pratique. Pendant que j'y suis, remarquez ici sur Ars Technica qui a eu un problème de vulnérabilité il n'y a pas très longtemps. On me dit qu'il y a eu une alerte et donc on me conseille fortement de changer le mot de passe. Comme il s'agit d'un faux mot de passe et d'une fausse identité, ça n'a pas d'importance. On a vu la rubrique identifiant. On peut créer un identifiant directement ici en sachant que du coup il va falloir, en choisissant connexion, remplir manuellement la page web et ainsi de suite. Toujours en utilisant de plus, je peux ici choisir par exemple de créer une nouvelle identité, une adhésion, base de données et tout le reste. Un password n'est pas limité au web, vous pouvez lui confier toutes sortes d'informations sécurisées à conserver et il s'en portera très bien. Donc on va se pencher sur les notes sécurisées. Une note sécurisée, c'est bêtement une zone ici où je vais taper du texte, à qui je vais attribuer éventuellement un mot-clé. Donc par exemple là il y a sample. Hop. Et je vais même pouvoir mettre un fichier qui va être synchronisé. Il sera copié, cet élément va être copié dans la base de données de un password, va être synchronisé entre les différents appareils et de ce fait sera visualisable quel que soit l'endroit. En appuyant sur la barre espace, j'ai la possibilité de voir un aperçu. Et cet élément, je pourrai ensuite le glisser sur le bureau si je souhaite en avoir une copie. Donc ça, c'est les notes sécurisées. Dans les notes sécurisées, je peux noter tout ce qui est en format de texte. Ça peut être des instructions en cas d'accident et ainsi de suite. La rubrique carte de crédit, c'est exactement ce que ça veut dire, c'est-à-dire on enregistre un mode de paiement avec le nom du titulaire, le titre, le numéro de vérification qui est à l'arrière de la carte, les dates d'expiration et de validité,
l'éventuellement la banque, ça n'est pas obligatoire. On peut également indiquer si vous avez des limites de retrait ou de crédit. À partir de là, si vous êtes sur un site pour payer, au lieu de saisir manuellement les informations, il suffira de faire appel au menu carte de crédit, choisir la carte de crédit que vous souhaitez et elle sera également, les informations seront également remplies de façon manuelle par le logiciel. Alors vous pouvez choisir par exemple de ne pas enregistrer sur un password le code de vérification, auquel cas, même si quelqu'un utilisait le menu d'un password, il n'aurait pas enregistré le numéro de vérification, auquel cas vous devrez le taper à la main. Donc ça fait partie des possibilités, mais vous pouvez également tout confier et de toute façon, si votre mot de passe est suffisamment complexe, il y a un risque quasi nul que quelqu'un puisse utiliser votre carte de crédit. Je vous rassure, tout ceci, c'est de la démo. Alors, la rubrique mot de passe va garder en mémoire tous les mots de passe que vous aurez générés. Le mode permis de conduire permet d'enregistrer les références. Vous pouvez également tout simplement, je pourrais scanner ma carte, mon permis de conduire et demander, l'idéal étant le format PDF qui peut être lu sur iOS ou sur Mac. Je vais par exemple ajouter, imaginons que ceci soit mon permis de conduire, je l'enregistre. À partir de là, j'aurai toujours sur moi une copie visualisable de mon permis de conduire en cas de vol. Ça peut être très pratique. Les licences de logiciels, alors là c'est encore plus simple. Lorsque vous avez acheté un logiciel, par exemple, la version, c'est la version 4, vous allez remplir numéro de licence, une étiquette si vous le souhaitez, quelle personne l'a acheté, avec quel email vous vous êtes enregistré, une page de téléchargement pour pouvoir y retourner, éventuellement l'éditeur, le prix que vous avez payé, tout ceci est bien sûr optionnel, c'est pas obligatoire, et vous enregistrez. Comme vous avez remarqué, il a ajouté, car il a retrouvé dans mon dossier application le logiciel InPassword, il lui a donc ajouté directement l'icône correspondante, et donc ici par exemple j'ai des informations qui me permettront, si je dois réinstaller, de copier facilement la clé de licence pour aller la mettre, ou de copier le nom d'utilisateur et ainsi de suite. Toutes les cases qui sont remplies possèdent un bouton de copier, et sinon de toute façon il suffit de le mettre en surbrillance pour le copier.